arrêtons de nous mettre des limites à nous-mêmes dans l'aide que l'on fournit à l'Ukraine. C'est un nouvel appel signé Emmanuel Macron dans The Economist. Au moment même où d'autres, on va en parler dans un instant, appellent à faire tomber le tabou de l'utilisation des armes occidentales sur le territoire russe. Voilà ce que dit le chef de l'État quand on lui pose la question « Maintenez-vous vos propos concernant un envoi éventuel des troupes au sol ?» Tout à fait, comme je l'ai dit, je n'exclus rien parce que nous avons face à nous quelqu'un qui n'exclut rien. Nous avons sans doute été trop hésitants en formulant les limites de notre action à quelqu'un qui n'en a plus et qui est l'agresseur. Et puis un petit peu plus loin, il dit si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question. C'est ça l'idée générale, c'est d'arrêter de se fixer des limites à nous-mêmes, c'est de les repousser en fonction des agissements de Vladimir Poutine. Alors, je ne sais pas s'il faut interpréter comme cela. Je crois surtout que ce débat a lieu depuis un certain temps parce que le président de la République a bien pris conscience que les lignes ukrainiennes pouvaient être percées et finalement changer le sens de la guerre et que les Russes allaient gagner sur le terrain. Et il a parfaitement posé le problème. Si effectivement, malgré les équipements qu'on a envoyés ou qui ne sont pas encore arrivés, que l'armée ukrainienne tombe, qu'est-ce qu'on fait? La question est posée. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire ou on fait quelque chose? Et on attend qu'elle tombe pour ça? La question, c'est une vraie question. Normalement, on n'attend pas qu'une armée tombe pour venir la secourir. Et parce que le temps d'arriver, il va y avoir un certain temps. Donc en fait, mais il pose, je dirais, pas la question militaire sur le terrain, enfin sur la table, mais la question politique. Et moi, je verrais ça sur un autre point. La Constitution de la Ve République permet quand même au président de la République de faire à peu près ce qu'il veut sur ces questions-là. Sur les questions militaires, oui. Mais là, on est dans un conflit complètement hors norme par rapport à nos valeurs de société depuis 35 ans. Et qu'à ce titre-là, je concevrais difficilement que le président de la République prenne la décision d'envoyer des troupes sur le terrain en Ukraine se battre sans qu'il y ait un vote formel du Parlement soutenant cette décision. Et pas uniquement un avis pour mémoire. C'est-à-dire vraiment, on envoie des troupes, très bien. Quel est le choix parlementaire? Et là, on pourrait comprendre que ça puisse se faire. Et après, le choix militaire, les militaires sont là pour servir là où on leur demande de servir. Comment vous l'interprétez les uns et les autres? Il parle d'envoi de troupes pour se battre, justement, comme le disait le général Benoît? Là, si l'hypothèse qui est retenue, c'est l'hypothèse d'un effondrement des lignes ukrainiennes, d'une percée russe, il ne s'agit pas forcément de se battre, mais potentiellement de déployer des troupes pour en fait créer une ligne que l'armée russe ne pourrait pas dépasser sans rentrer en guerre avec les puissances occidentales. Maintenant, je pense qu'effectivement, on est plus dans l'ordre de la politique que dans quelque chose de concret. D'abord parce qu'au-delà du problème parlementaire français, national, qui se poserait, il semble difficilement envisageable qu'une intervention de cet ordre se fasse hors du cadre de l'OTAN, et donc dans un cadre interallié. Et en fait, c'est tout le problème et c'est toute la limite de ce type de déclaration, c'est que le facteur temps, si les lignes ukrainiennes sont percées, est décisif. Et entre le temps de la décision politique et puis ensuite le temps logistique du déploiement militaire sur le terrain, les opérations, elles, auront continué de se dérouler. Donc je pense que c'est plus une position politique de principe, pour l'instant en tout cas, que quelque chose qui est vraiment concret. Ça veut dire qu'on est en plein dans l'ambiguïté stratégique, encore une fois, là, Magali. Oui, en fait, je suis assez d'accord. En fait, c'est pas pour le faire demain, évidemment, mais c'est pour maintenir cette ambiguïté vis-à-vis de Poutine. Et c'est en fait ce qu'il a essayé de faire aussi le 26 février. C'est-à-dire, on s'est fixé peut-être trop de limites, on a peut-être trop dévoilé notre jeu a priori, et finalement Vladimir Poutine en a profité. Donc aujourd'hui, ne nous mettons plus de limites, maintenons cette ambiguïté qui pourra peut-être un jour, on ne sait pas, mais aller jusqu'à ce déploiement de troupes au sol. Mais c'est une façon de dire à Vladimir Poutine, on est vraiment très sérieux en fait. C'est ça le message qu'Emmanuel Macron veut envoyer. Alors évidemment, il n'est pas question pour lui de revenir sur ce qu'il a dit le 26 février. Donc il est toujours dans une façon aussi de justifier ses propos du 26 février, de mieux les expliquer, parce qu'on sait très bien les réactions que ça a suscité, notamment dans certaines capitales européennes. Donc en fait, il explique qu'on ne peut pas en fait se permettre de perdre contre la Russie. Donc de toute manière, si vraiment on arrivait dans un cas de figure où les Russes percent le front, oui, de toute manière, il faudra bouger nous en tant qu'Européens. Après, on n'y est pas, parce que percer le front, c'est pas dans l'esprit, à mon avis, du chef de l'État, grignoter 3 villages dans le Donbass.
c'est vraiment une percée, c'est-à-dire arriver à fondre sur Kiev ou remettre Odessa réellement dans le viseur. Ce sont sur des grandes villes comme ça. Ce ne sera pas pour le Donbass. C'est là qu'est l'ambiguïté, justement. C'est qu'on ne sait pas dans quel serait le contexte, quel serait l'événement qui pourrait déclencher une telle prise de décision. Arlette, je voudrais que vous écoutiez le ministre hongrois des Affaires étrangères. Il était à la rédaction tout à l'heure, là, parce qu'il était interviewé par Darius Rochebin, qui nous a fait l'amitié de nous en laisser un extrait. L'interview sera à suivre en intégralité demain soir dans l'émission de Darius. Mais il lui a posé la question, puisque cette interview d'Emmanuel Macron venait de tomber. Écoutez ce qu'il dit. Le président de la République, précisément, réitère le fait que des troupes au sol ne seraient pas exclues, par exemple, si Kiev était menacé. Qu'en pensez-vous ? C'est une déclaration que nous trouvons menaçante. En effet, nous vivons juste à côté de cette guerre. Nous sommes un pays voisin et nous savons que s'il y a des troupes sur le territoire ukrainien, eh bien la guerre va gagner en ampleur. Et cette escalade prend déjà une dimension géographique, c'est-à-dire que ça ne va pas à des milliers de kilomètres. Nous sommes juste à côté. Nous sommes un pays voisin et nous ne souhaitons pas que cette guerre escalade. Alors, au lieu de penser à de nouvelles exportations d'armes, au lieu de penser à mettre des soldats sur le terrain ou encore à penser à une utilisation de l'arme nucléaire, il faut mettre un terme à cette guerre, il faut déclarer un cessez-le-feu et les négociations de paix doivent commencer. C'est la seule manière d'avancer, c'est la seule manière d'éviter une nouvelle catastrophe. Arlette, on le dit à chaque fois qu'il y a une prise de parole dans The Economist de qui que ce soit Zelensky, Macron ou d'autres, le fait de parler dans cette publication-là n'est pas anodine, et puis le timing non plus. Il parle évidemment aux autres Européens. Oui, enfin les Hongrois ont une position un peu particulière. C'est la dissonance à l'intérieur de l'Union européenne, puisqu'effectivement, eux, à chaque fois, on se souvient de Viktor Orban sortant de la salle dans laquelle étaient en train de discuter et de voter les chefs d'État ou de gouvernement européens pour qu'on puisse adopter le dernier paquet d'aide à l'Ukraine. Donc ils ont une position différente. C'est pas le Premier ministre polonais qui aurait peut-être pas dit la même chose. Le tout petit problème, puisque vous parlait tout à l'heure de décision politique, pour Emmanuel Macron, on fait renaître l'ambiguïté stratégique. L'ambiguïté stratégique avait soulevé tellement d'interrogations, de questions et de contestations en France qu'on se souvient très bien qu'après ces propos du président de la République, tous les ministres, à commencer par le ministre des Armées, avaient plutôt, si j'ose dire, déminé cette prise de position en disant attention, soutien au sol. Soutien, c'est mieux que troupes au sol. Et soutien, ça veut dire des gens qui viendraient en appui pour faire un certain nombre de tâches, notamment de formation, de réparation de certains matériels. Il ne s'agit pas d'engagement dans les combats, parce qu'engagement dans les combats, ça voudrait dire qu'effectivement, on est en guerre avec la Russie. Donc c'est ça, puisqu'on est en période électorale, si quelqu'un l'a oublié, il y a des élections, donc ça va susciter et servir d'argument à ceux qui, sur la ligne de Viktor Orban, disent qu'il ne faut surtout pas être dans l'escalade et plutôt envisager la paix. Donc ça, c'est le risque de politique. Aujourd'hui, en France, le risque politique. Après, le général a raison. Il y a une vraie question, c'est si effectivement il y avait l'annonce d'une défaite ukrainienne ou la possibilité d'une victoire de la Russie, forcément, tout le monde s'interrogerait. Mais dans le moment, c'est vrai qu'Emmanuel Macron ne revient jamais sur ce qu'il a dit. Il peut amender d'une certaine manière ses propos, mais jamais dire j'aurais dû les formuler autrement. Bref, pour le moment, je pense que c'est un élément, c'est remettre une petite pièce dans la machine électorale pour les élections européennes en France. Alors, et ça ne lui déplaît sans doute pas.